Monsieur Philippe Vigier pour Liberté Territoire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Monsieur le professeur, vous êtes un épidémiologiste de grand talent reconnu. Vous avez alerté, comme l'a très bien dit notre président, le président de la République, et vous êtes directeur général de la santé depuis 2018. Quelles sont les décisions que le pouvoir politique n'a pas prises pour bien préparer le pays? Parce qu'il faut nous dire quel était le niveau d'impréparation du pays. Vous avez tout à l'heure dans votre propos dit une chose très forte. Il y a eu 30 000 morts. On leur doit cela, et c'est la confiance dans la santé publique. La deuxième chose, on a le sentiment de la lenteur, monsieur le directeur général. Lenteur pour les masques, on n'y reviendra pas. D'ailleurs, votre première décision a été de commander 100 millions de masques. Il n'y en avait plus de SPP2. Quand vous êtes arrivé, vous avez fait en sorte qu'ils soient là. Lenteur pour les tests. Pourquoi en Allemagne, on est allé beaucoup plus vite qu'en France? Pourquoi les machines susceptibles de faire des tests sérologiques étaient bloquées avec la Chine? Pourquoi Pasteur a traîné alors que d'autres fabricants de réactifs étaient en capacité de nous livrer ce qui a été fait dans d'autres pays d'Europe et du monde? La troisième question, c'est concernant les traitements. On a vécu ce drame infernal de l'hydroxychloroquine, où l'enquête du Lancet a disparu. Et il y a eu là aussi une évolution de la doctrine. Où en sommes-nous? Et a-t-on laissé de côté des traitements qui auraient pu être plus efficaces? Enfin, ce qui est essentiel, c'est la réorganisation pour la suite, parce que vous le savez mieux que tous, le SRAS, le H1N1, et par exemple sur les écouvillons. Expliquez-moi comment on a une disponibilité totale d'écouvillons pour les mycoplasmes, pour les chlamydiés, pour d'autres virus et bactéries, et il n'y en avait pas pour cela alors que c'était les mêmes qu'on pouvait utiliser, et que les milieux de transport étaient les mêmes. Et vous avez dit tout à l'heure, et je termine là-dessus, que les laboratoires de recherche vétérinaire n'étaient pas équipés pour sortir des résultats individuels, sachant que les labos d'analyse médicale privée étaient en capacité de le faire, et je crois même l'ont proposé à la Direction générale de la santé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je commencerai peut-être, parce que c'est un point fondamental que nous n'avons pas encore évoqué, par l'accès au traitement. Je voudrais dire ici que les malades que j'ai été voir, et j'avais des échanges tous les jours avec différentes équipes de terrain, en particulier les équipes du Grand Est, qui ont été très, très touchées et qui étaient au chevet des malades. Il y a eu une volonté immédiate de nos équipes médicales, en particulier pour les malades les plus graves, que de donner un accès aux meilleurs traitements. Je crois qu'il faut le dire, parce que c'est vraiment une mobilisation très forte, que ce soit, j'allais dire, des traitements symptomatiques, accès à la réanimation, à la dialyse, au respirateur, c'est évidemment fondamental, mais ça a eu lieu dans l'ensemble des réanimations françaises. J'ai cité tout à l'heure les 660 évacuations sanitaires, interrégionales, voire internationales, ce qui est quand même là aussi totalement inédit, mais aussi aux thérapeutiques. Et nous avons eu une richesse de programmes de recherche clinique et une rapidité d'instruction des protocoles qui a été soulignée par l'ensemble des investigateurs. C'est-à-dire que la France a été probablement un des pays où les idées, où la créativité, où la possibilité de tester des traitements a été la plus grande, avec énormément d'essais cliniques déposés, que ce soit des essais cliniques préventifs, curatifs, en ville et à l'hôpital en réanimation. Alors, la polémique sur l'hydroxychloroquine, j'y reviendrai pas. Il y a des polémiques entre scientifiques, on peut en reparler autant que vous voulez, mais simplement ce que je veux dire, c'est que l'accès à l'hydroxychloroquine a été permis évidemment dans le cadre de recherche clinique, et c'était ça l'important, c'était de très rapidement donner accès à cette thérapeutique ou à d'autres pour juger de l'efficacité de ce traitement, et en permanence nous avons une balance bénéfice-risque à proposer aux patients, quelle que soit la molécule donnée, que ce soit des traitements par plasmathérapie ou des traitements par d'autres molécules antivirales, antibiotiques, anti-infectieuses, anti-inflammatoires. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons pour la première fois un résultat positif qui a été dévoilé il y a quelques heures d'un essai de grande taille britannique, et tant mieux. Enfin, je me félicite que nous arrivions par la rigueur, par la mobilisation de tous, que ce soit en Europe en particulier, et la bonne nouvelle est en plus que c'est une molécule ancienne, peu coûteuse et accessible. Nous avons la dexaméthasone qui est pour la première fois une molécule qui, on va attendre la publication, mais qui semble donner vraiment des résultats tout à fait significatifs sur la mortalité, et en particulier la mortalité des patients les plus graves. Donc on ne peut que se féliciter d'avoir de ce type de résultats. Ça peut paraître extrêmement long.
mais nous sommes 4 mois après les premiers malades en réanimation, et c'est totalement inédit dans l'histoire de la médecine. Alors c'est vrai que quand on est dedans, on se dit mais que se passe-t-il? Pourquoi on n'a pas de résultats plus tôt? Mais acquérir des connaissances scientifiques de qualité et permettre à la recherche clinique d'avancer vite dans l'intérêt des malades, c'est vraiment fondamental. Alors après, vous m'interrogez sur notre stratégie générale. Je dirais peut-être, puisqu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, que la réaction a été extrêmement rapide dans le partage d'informations, ce qui est fondamental dans ce type d'alerte. Le partage d'informations qui a eu lieu dès le 10 janvier, dès le 14 janvier, puis ensuite nous avons réuni l'ensemble des professionnels de santé, nous avons eu énormément de messages. Je ne compte plus les messages Mars, MinSant et différents messages qui partent à l'ensemble des établissements de santé et à l'ensemble des professionnels de santé, puisque nous avons envoyé plusieurs dizaines de DGS urgents. Et les DGS urgents, il y a 800 000 professionnels de santé qui sont abonnés. Donc on leur donnait le maximum d'informations sur la prise en charge. Et il y a eu cette volonté d'accompagner très vite la prise en charge des clusters, d'accompagner les patients hospitalisés et de développer une stratégie de test. Sur la stratégie de test, je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais peut-être prendre un peu plus de temps pour l'expliquer. Nous voulions que tous les malades hospitalisés aient un test rapidement, et d'ailleurs c'est le cas, puisqu'il y avait une réponse très rapide dans les 4 à 6 heures dans les établissements hospitaliers, et tous les établissements de santé ont participé à cette démarche de qualité pour que dans chaque département, on puisse prendre en compte les malades hospitalisés très vite. Ensuite, il y a eu, et je le conçois, une discussion sur la stratégie, et ça a été discuté évidemment avec Santé publique France et les enjeux de surveillance. Il n'y avait pas de bénéfice direct à faire le test. À partir du moment où vous aviez un tableau clinique compatible, ça ne débouche pas sur une stratégie thérapeutique différente, mais il y avait un enjeu de discussion, et je partage avec vous, entre une surveillance syndromique, c'est-à-dire finalement ce que l'on fait chaque année sur des maladies respiratoires, sur des maladies digestives, sur des maladies cutanées, qui sont bien surveillées, que vous trouvez décrites de façon très précise par les bulletins de Santé publique France annuels ou hivernaux, et la volonté d'aller traquer, d'aller tester toutes les personnes porteuses en particulier. Il y a eu aussi beaucoup d'évolutions des connaissances. Vous savez que nous avons beaucoup discuté sur le fait qu'une personne pouvait être asymptomatique, qu'une personne pouvait être contagieuse avant d'être asymptomatique. Il y a eu énormément de débats. Je ne referai pas toute l'histoire. Et puis, il y a eu cette difficulté à convaincre, et on le voit encore, les personnes peu symptomatiques d'aller se faire tester. C'est quelque chose de compliqué de se dire qu'avec peu de symptômes, il faut quand même aller faire un test. Donc on a besoin de convaincre tout le monde, et je le redis chaque fois, que les personnes positives avec des symptômes doivent aller se faire tester. C'est un accès au test important. Et deuxièmement, il faut que nous puissions quand même, aujourd'hui, puisque on parle, vous me demandiez si nous étions prêts pour demain, il faut aujourd'hui que nous arrivions à convaincre tout le monde que nous avons une capacité aujourd'hui de test qui n'est pas utilisée, pour 2 raisons très claires, et 2 bonnes raisons, et 2 bonnes nouvelles. Il y a moins de malades que prévu. Il y a moins de personnes contacts qu'anticipées. Ce sont 2 éléments qui n'étaient pas anticipés. Et donc, nous avons la capacité aujourd'hui, d'aller tester toutes les personnes positives grâce à la mobilisation de l'ensemble des laboratoires sur le territoire national. 2, d'être plus invasif, plus agressif autour des clusters pour bien comprendre quelle est la circulation virale, en particulier dans les zones urbaines denses. 3, d'aller au-devant de nos concitoyens qui sont à distance du système de santé. Je pense que c'est très important d'aller leur proposer des tests alors qu'ils n'ont pas de médecin traitant ou qu'ils ont des difficultés à accéder au laboratoire. Et 3, d'aller chercher, cet été en particulier où la circulation virale devrait être modérée, d'aller traquer les lieux où l'on sait qu'il y a des facteurs de risque connus au plan international, qui sont les lieux où il y a beaucoup de promiscuité dans le travail et beaucoup de collectifs dans l'hébergement ou dans le fonctionnement quotidien. Merci. Caroline Fiat pour France